Salutations à tous, je suis Beila Fortuné, enseignant à l'Université virtuelle des réseaux sociaux. Ce cours portera sur la macroéconomie. C'est un cours d'initiation. Durant cette vidéo, nous allons voir les différents concepts de base de la macroéconomie. Dans un pays, sur un territoire, nous retrouvons des personnes. On a les personnes physiques qui sont les humains, vous, moi. Et à côté de cela, on a des personnes morales. Les personnes morales sont représentées par les entreprises, les institutions, l'administration publique, l'État. Ces personnes physiques, c'est-à-dire les humains, et les personnes morales, les entreprises, l'État, les institutions, sont en relation. Ces différentes personnes effectuent entre elles des échanges. Nous achetons les produits des entreprises, nous payons nos impôts, l'État construit des routes. Donc on se trouve sur un territoire où l'ensemble des personnes physiques et morales effectuent entre elles des opérations, c'est-à-dire des échanges, posent des actions. Parmi les différentes opérations, ainsi on distingue trois catégories d'opérations économiques selon la nature. On a les opérations sur biens et services, les opérations de répartition du revenu, les opérations financières. Les opérations sur biens et services. Quelles sont ces opérations? Ce sont les opérations qui décrivent l'origine des biens disponibles sur le marché. L'ordinateur que je m'en vais acheter au marché, le téléphone que je m'en vais acheter, la nourriture que j'achète, d'où vient cette nourriture? Et comme origine des opérations de biens et services, soit il y a une entreprise qui a produit ça, soit on a importé ça de l'extérieur. Et en fonction de l'utilisation, ces différents biens et services produits et importés seront consommés, d'autres vont servir à l'investissement. Les opérations de répartition, quant à eux, portent sur la répartition du revenu. Lorsque les entreprises finissent de produire et les entreprises vendent leur production, ces entreprises reçoivent une recette, des revenus. Ces revenus seront distribués. Il y a une partie qui va partir auprès des ménages sous forme de rémunération salariale. Il y a une partie qui sera destinée à payer les impôts. Ensuite, de suite. Les opérations financières, quant à elles, décrivent comment ces agents économiques ont pu réaliser toutes ces opérations. Les agents économiques réalisent les opérations à partir des emprunts. Les entreprises généralement vont emprunter afin de pouvoir réaliser des investissements. Les ménages vont utiliser peut-être la monnaie, d'autres vont utiliser des obligations. Donc, ainsi, les opérations financières décrivent comment ces agents économiques ont pu se financer afin de réaliser toutes ces opérations de biens et services et ces opérations de répartition. Pour résumer cette vie économique, c'est-à-dire ce système économique du pays formé par ces opérations économiques et ces agents économiques, les opérations économiques seront destinées à trois grandes activités. On aura les activités de production, les activités de consommation, les activités de distribution ou répartition du revenu. Sur un territoire économique, c'est-à-dire au sein d'un pays, il existe des millions d'habitants, des milliers de personnes morales. Donc pour faciliter l'étude, l'analyse macroéconomique va regrouper ces multitudes d'agents économiques en fonction de leur comportement. Ainsi, on va distinguer 5 catégories d'agents économiques. On aura les ménages, c'est-à-dire ces personnes qui auront comme comportement l'achat des biens à partir de leur salaire. On aura les institutions non financières, c'est-à-dire les entreprises, celles qui sont chargées de produire des biens et services, les ordinateurs, les télés, les avions, etc. Les institutions financières, quant à elles, joueront un rôle d'intermédiation financière. C'est-à-dire, lorsque les ménages vont épargner, ces institutions financières, généralement les banques, vont utiliser cette épargne et prêter cette épargne aux entreprises qui, à leur tour, vont utiliser cela pour pouvoir financer leurs différentes productions, acheter des biens d'équipement afin d'accroître leur production. L'État jouera un rôle de régulateur. L'État va jouer la posture de l'agent économique qui va
encaisser les impôts et les taxes. Et à partir de ces impôts et des taxes, l'État va produire. Mais l'État aura une production non marchande. L'État va produire des routes, va produire des écoles. Et il y aura un dernier groupe qu'on va qualifier du reste du monde, c'est-à-dire toute personne morale ou physique avec lesquelles le pays effectue des opérations, mais qui ne font pas partie de l'économie du pays ou du territoire. Ainsi, nous pouvons résumer ces agents économiques en fonction de leur comportement dans un tableau. Donc, le regroupement des agents économiques en fonction du comportement est appelé secteur institutionnel. Donc, un secteur institutionnel, c'est un ensemble d'agents économiques ayant le même comportement. Donc, on peut voir au niveau des ménages quels sont les différents agents économiques qui font partie du secteur institutionnel appelé ménage. Quelles sont les fonctions économiques principales et quelles sont les ressources principales. La ressource, c'est simplement ce que l'agent économique utilise pour financer sa fonction. Si nous prenons par exemple les ménages ont pour ressource principale, on dit revenus des facteurs de production et revenus de transfert. Les revenus des facteurs de production sont généralement le salaire, les dividendes et les profits. Les ménages vont utiliser ces revenus des facteurs de production pour pouvoir financer leur consommation, acheter des produits pour pouvoir consommer, acheter des maisons, consommer des biens et services. L'étudiant pourra après regarder le tableau et prendre connaissance des différentes informations très importantes contenues dans ce tableau. Nous continuons notre progression. Comme nous l'avons dit, il s'agit d'une introduction. Cette partie, du coup, qui porte sur les secteurs institutionnels sera plus développée dans le cours de la comptabilité nationale. Pour faire une bonne analyse économique, l'ensemble des agents économiques et ces opérations économiques réalisées entre eux sera représenté à partir d'un schéma. Ce schéma-là s'appelle le circuit économique. Donc, en économie, le cycle économique est une représentation simplifiée de l'économie. Dans cette représentation, les agents économiques sont représentés par des pôles, c'est-à-dire des figures géométriques. On peut faire des cercles, on peut faire des carrés. Les opérations économiques matérialisées sous forme de flux sont représentées à partir des flèches, indiquant le sens du flux, c'est-à-dire le sens de l'opération. D'où va l'opération et où ça arrive. Sans oublier que les agents économiques se rencontrent sur un marché pour pouvoir échanger. Ces marchés aussi seront représentés aussi par des figures géométriques. Généralement, on va utiliser des cercles. Un circuit économique équilibré implique une économie équilibrée. On peut apercevoir l'équilibre d'une économie à partir d'un circuit économique de deux manières différentes. L'équilibre peut être constaté au niveau des pôles, c'est-à-dire au niveau de chaque agent économique. On va constater que les flux sortants sont égaux aux flux entrants. Au niveau du marché, on aura l'offre est égale à la demande. Nous venons d'introduire trop de nouvelles notions, donc pour mieux maîtriser, nous allons commencer par définir toutes les nouvelles notions qui viennent d'être introduites, telles que les flux, les stocks, les marchés. Comme on a dit en arrière, les flux sont les représentations des opérations économiques. Et un flux, c'est un mouvement, c'est-à-dire il y a une origine, une destination. Comme par exemple, on achète une marchandise. La marchandise quitte chez le fournisseur et vient chez nous. Donc, la marchandise quittant chez le fournisseur et venant chez le fournisseur, c'est le départ. L'origine, chez nous, c'est la destination. En contrepartie, nous allons donner de l'argent au fournisseur, nous allons le payer. Donc, si on veut regarder l'opération règlement, l'origine c'est nous et la destination chez le fournisseur, c'est-à-dire l'argent va quitter chez nous et aller chez le fournisseur. Si on regarde du côté de l'achat, le bien que nous avons acheté quitte chez le fournisseur et vient chez nous. Donc,
il faut retenir qu'un flux, c'est une représentation d'une opération économique qui se caractérise par une origine et une destination. Le flux sera constaté à une date précise. La différence entre un flux et un stock, c'est que le stock, c'est une accumulation de plusieurs flux. Donc le stock est analysé sur une période. Par exemple, aujourd'hui, j'achète un stylo de 200. Demain, j'achète un stylo de 200. Les 200 représentent des flux. Et ici, il dit par exemple, sur toute la semaine, quelle est la valeur de l'ensemble des stylos que j'ai achetés. Si j'analyse sur ce côté-là, je dirais que c'est un stock. Donc, on peut voir encore le flux et le stock lorsque nous sommes en train de remplir un seau d'eau. Lorsque nous sommes en train de remplir un seau d'eau, les gouttes d'eau qui versent dans le seau représentent des flux. Au bout d'un temps, au bout d'une période, le seau est rempli. Donc, la quantité d'eau dans le seau va représenter un stock. Donc le stock, c'est l'accumulation de plusieurs flux sur une période donnée. Nous avons déjà mentionné cela plus haut. On a dit que le marché, c'est le lieu de rencontre entre les offreurs et les demandeurs. Un marché est en équilibre lorsque l'offre est égale à la demande. En macroéconomie, nous allons distinguer 3 grands marchés. On aura les marchés des biens et services, les marchés financiers, c'est-à-dire le marché de la monnaie ou des capitaux, et ensuite on aura aussi les marchés des facteurs de production. Dans la suite, nous allons expliquer qu'est-ce qui se passe, quels sont les différents éléments qui sont échangés sur ces différents marchés. Parlons à présent de la macroéconomie. Ce qu'il faut savoir, c'est que la macroéconomie est la branche de l'économie qui va étudier le fonctionnement global de l'économie d'un pays dans son ensemble. Elle aura pour objet principal, d'une part, l'analyse du niveau de production et de l'activité économique globale du pays à partir des indicateurs que nous appellerons agrégats. Cette analyse aura pour mission d'améliorer la situation économique, c'est-à-dire la situation financière du pays. Il faut savoir qu'un agrégat, c'est une grandeur économique qui permet de saisir, de connaître, de mesurer l'activité économique d'un pays. Le plus connu est le PIB, le produit intérieur brut. Cet agrégat mesure la production globale d'une économie. Et on peut le déterminer selon 3 approches ou 3 optiques. Selon l'optique production, l'optique dépense ou demande et selon l'optique revenu. Une augmentation du PIB signifie que le pays s'enrichit. De manière inverse, une baisse du PIB signifie que le pays s'appauvrit. Le PIB permet de calculer le taux de croissance économique d'un pays. Si d'une part, son objet est d'analyser le niveau de production d'activité économique d'un pays afin d'améliorer sa situation économique, d'autre part, elle a pour objet de lutter contre les problèmes macroéconomiques tels que l'inflation et le chômage. L'inflation qui est une situation économique qui caractérise l'augmentation du niveau général des prix dans un pays. Elle s'accompagne naturellement de la baisse du pouvoir d'achat des agents économiques. Cela signifie quoi? On a tendance à entendre dans ces derniers temps que la vie est chère, les choses sont chères, on ne peut pas acheter. Cela représente l'inflation. Et plus ces éléments, plus le niveau des prix, le niveau général des prix est élevé, moins nous pouvons acheter des choses. C'est-à-dire le pouvoir d'achat des agents économiques diminue. Donc le pouvoir d'achat, ce sont les quantités de biens qu'un agent économique peut acheter. Si les prix des biens augmentent, la quantité qu'un agent économique peut acheter diminue. Si par exemple j'avais 300, je pouvais acheter 2 pains de 150. Si le prix du pain passe à 300, je ne suis plus à mesure d'acheter 2 quantités de pain. Et maintenant, je peux acheter un seul pain. Donc, cette augmentation du prix du pain diminue le pouvoir d'achat, c'est-à-dire réduit la quantité qu'un agent économique peut acheter.
Le chômage est une situation où des personnes en âge et en capacité de travailler qui cherchent un emploi n'arrivent pas à trouver un emploi. Et le chômage est très dangereux. Si par exemple, plusieurs personnes n'arrivent pas à trouver de l'emploi, comment ces personnes vont acquérir des biens? Comment ces personnes vont manger? Cela peut pousser même la population à commettre des actes d'agression, de vol, de braquage. Vu du côté économique, si le chômage est en grande quantité, c'est-à-dire s'il y a plusieurs personnes qui ne travaillent pas, c'est-à-dire ces personnes ne vont pas recevoir un revenu, c'est-à-dire ces personnes ne vont pas recevoir un salaire. Or, c'est avec le salaire que le ménage consomme. Or, pas d'emploi, pas de salaire. Pas de salaire, pas de revenus. Pas de revenus, pas de consommation. Si on ne consomme pas, les entreprises ne vont pas produire. Si les entreprises ne produisent pas, or on a dit que le PIB se déterminait selon l'optique production. Or le PIB mesure la richesse créée sur un territoire au cours d'une période. Par conséquent, cette richesse, cette production sera très faible. Donc c'est pour cela que l'État a intérêt de lutter contre le chômage. Parce que moins il y a de chômage, plus les gens ont de l'emploi, plus les gens ont de l'emploi, plus ils ont un salaire, plus ils ont un salaire, plus ils ont un revenu, plus ils ont un revenu, plus ils peuvent consommer. Plus ils consomment, plus les entreprises produisent. Plus les entreprises produisent, plus les entreprises investissent. Plus les entreprises investissent, plus les entreprises recrutent et ça fait un effet multiplicateur. Pour atteindre facilement son objectif, des politiques économiques seront appliquées. On pourra voir devant la politique budgétaire, la politique monétaire, la politique fiscale, les politiques mixtes qui consistent à combiner plusieurs politiques. Nous venons de faire une brève introduction. Maintenant, nous allons aborder les questions de compréhension. La première question de compréhension est la suivante. Quels sont les agents économiques pris en compte dans l'analyse macroéconomique? Il faut savoir que les agents économiques présents dans l'analyse macroéconomique sont ceux établis par la comptabilité nationale, à savoir les ménages, les entreprises, les banques, l'État et le reste du monde qui représente les différents agents économiques avec lesquels notre économie réalise des opérations. La deuxième question de compréhension, quels sont les différents échanges qui existent entre les agents économiques sur les différents marchés? Commençons par le marché des facteurs de production, c'est-à-dire le marché du travail et du capital. Sur ce marché, les ménages offrent du travail, c'est-à-dire leur main-d'œuvre, leur intellect aux différentes entreprises et à l'État. En contrepartie, les entreprises et l'État versent aux ménages des salaires. Certains ménages mettent à la disposition des entreprises leur terre, le capital. En contrepartie du capital, ces ménages reçoivent des dividendes, c'est-à-dire les parts du profit ou du bénéfice qui est distribué. Quant aux entreprises, elles utilisent le travail et le capital provenant des ménages pour pouvoir réaliser leur production. Il faut savoir que le revenu des ménages est constitué en majorité de leur salaire et des dividendes perçus lors de l'échange des facteurs de production. Nous pouvons résumer ces différentes opérations entre ces agents économiques-là dans un tableau. Donc, sur le marché du travail, les entreprises demandent du travail et du capital. Les ménages offrent le travail et le capital. En contrepartie, les ménages reçoivent des salaires et des profits provenant des entreprises ou aussi de l'État. Il faut faire très attention au mot travail. Dans la vie courante, on a tendance à dire « je cherche du travail, je cherche du travail ». Faisons très attention. Quand on va à l'école, on obtient nos diplômes, on ne cherche pas du travail, on cherche un emploi.
mais nous offrons du travail. C'est-à-dire nous mettons à disposition des entreprises et de l'État notre main-d'œuvre, notre intelligence, notre intellect. Dans cette relation, c'est nous qui offrons du travail à ces agents économiques. Mais ces agents économiques nous offrent un emploi. Donc faites très attention, il y a une différence entre emploi et travail. On cherche un emploi, mais on offre du travail. En contrepartie, on reçoit un salaire. À présent, allons sur le marché des biens et services. Sur ce marché, les entreprises offrent des biens et services produits aux ménages et à l'État. Les ménages vont utiliser la production des entreprises comme consommation intermédiaire, c'est-à-dire pour satisfaire leurs besoins. Donc, les entreprises vont produire des ordinateurs, des téléphones, donc les ménages vont acheter ça pour pouvoir utiliser afin de satisfaire leurs propres besoins. L'État pourra utiliser la production des entreprises pour réaliser des investissements. Certaines entreprises vont utiliser la production d'autres entreprises afin de produire aussi d'autres biens. On parlera de consommation intermédiaire. Par exemple, il y a des entreprises qui vont fabriquer des pneus et d'autres entreprises vont utiliser ces pneus-là dans le processus de production de voitures. D'autres entreprises, quant à elles, utiliseront la production d'autres entreprises comme des biens d'investissement, des biens d'équipement. On parlera d'investissement privé. Par exemple, des entreprises vont fabriquer des machines de production de jus d'orange. Certaines entreprises vont acheter ces machines-là, afin de pouvoir produire des jus d'orange. Donc, ces machines-là vont représenter pour les entreprises qui ont acheté des biens d'équipement, c'est-à-dire des investissements. Une partie de cette production sera vendue au reste du monde. On parlera d'exportation. De la même manière, des agents économiques pourront acheter des biens et services provenant du reste du monde. Là, il s'agira des importations. Cela est résumé dans le tableau. Parlons de l'équilibre sur le marché des biens et services. Sur le marché des biens et services, on a les ressources. Les ressources représentent ce que l'on dispose. Pour connaître les ressources, il faut se poser la question: quelle est l'origine de ce que l'on dispose sur le marché? D'où viennent ces biens et services que nous trouvons sur le marché? Nous avons deux ressources. Soit les entreprises ont produit, soit on a acheté ça à l'extérieur, c'est-à-dire on a importé, on a réalisé l'importation. À côté des ressources, nous avons les emplois. Quant à eux, les emplois représentent comment nous utilisons nos ressources. Les différents biens et services que nous trouvons sur le marché, que faisons-nous avec ça? Comme utilisation des biens et services, on peut citer les opérations de consommation, les opérations d'investissement, les opérations de dépenses publiques. Il y a des biens et services qui sont vendus à l'extérieur, d'où on parle d'exportation. Ainsi comme emploi, nous avons consommation finale, c'est-à-dire les biens que nous achetons pour satisfaire nos propres besoins. Nous avons la consommation intermédiaire, c'est-à-dire les différents biens qui rentrent dans le processus de fabrication d'autres biens. Nous avons les investissements privés, c'est-à-dire les biens d'équipement que les entreprises utilisent pour réaliser leur production, mais qui servent d'investissement. Il y a les dépenses publiques et il y a aussi les exportations. L'équilibre sur le marché des biens et services se réalise à partir d'un équilibre emploi-ressources, c'est-à-dire les productions et les importations sont égales aux consommations intermédiaires plus les consommations finales, plus l'investissement privé, plus les dépenses publiques, plus les exportations. Ce qui peut être résumé d'un tableau que nous appelons tableau des emplois et ressources ou tableau des biens et services. Si nous notons P, la production, M, l'importation, CF, la consommation finale, CI, la consommation intermédiaire, et FBC, l'investissement, X, l'exportation, le tableau des emplois et ressources vu sur le plan comptabilité nationale se présente comme ça. Du point de vue comptable, l'équation est
P plus M est égal à CF plus CI plus FBC plus VS plus X. En réaménageant la relation, c'est-à-dire en faisant passer la consommation intermédiaire à gauche et l'importation à droite, nous trouvons production moins consommation intermédiaire est égal à CF plus FBCF plus VS plus X moins M. Ainsi, nous retrouvons le PIB optique production et dépenses. Ce qu'il faut savoir, c'est que le PIB optique production est égal à la production moins la consommation intermédiaire, c'est-à-dire la valeur ajoutée brute. L'optique dépense ou demande représente la somme de la consommation finale, de l'investissement qui est la formation brute de capital fixe, de la variation de stock, de l'importation moins l'importation. En changeant les notations, l'équilibre macroéconomique représente Y égale à C plus I plus G plus X moins M, où C représente la consommation finale des ménages, I l'investissement privé des entreprises, G les dépenses publiques de l'État, X les exportations et M l'importation. Nous pouvons faire face à une économie fermée ou une économie ouverte. Dans une économie fermée, il n'y a ni importation ni exportation, c'est-à-dire l'exportation égale à 0 et l'importation égale à 0. Dans une économie ouverte, l'étudiant corrige le mot, remplace le mot fermé par ouverte. Il y a exportation et ou importation. Enfin, nous arrivons sur le dernier marché, le marché de la monnaie. Sur ce marché-là, les agents économiques, les entreprises, les ménages vont demander de la monnaie pour plusieurs motifs. D'autres vont demander de la monnaie pour effectuer des transactions, c'est-à-dire faire des achats, régler des dettes. Certains vont demander la monnaie pour motif de précaution. On ne sait jamais, généralement en situation de crise, les banques ferment. Donc on va partir à la banque, on va retirer assez de monnaie pour garder sur nous. Il y a certains qui vont demander de la monnaie pour spéculer. C'est-à-dire certains agents économiques, par exemple, peuvent acheter des devises, c'est-à-dire la monnaie étrangère, parce que le coût de cette monnaie peut augmenter et vont ensuite revendre parce que ça peut baisser. Donc c'est en spéculant comme cela, certains agents peuvent gagner des plus-values et d'autres peuvent gagner des moins-values, c'est-à-dire des pertes. L'État ou la Banque centrale va intervenir sur le marché en tant que régulateur, c'est-à-dire l'État ou la Banque centrale va contrôler la quantité de monnaie en circulation dans l'économie. Parce que si la quantité de monnaie est très élevée, cela va provoquer l'inflation. Cette quantité de monnaie en circulation dans l'économie sera déterminée en fonction du niveau d'activité de l'économie. C'est-à-dire plus le niveau de l'activité économique est élevé, plus les gens vont demander de la monnaie. Il y aura plus de consommation, plus de production. Les différentes opérations réalisées sur le marché des biens et services peuvent être résumées dans le tableau des contreparties sur le marché de la monnaie. Sur ce marché, on retient que l'État offre la monnaie, les entreprises et les ménages demandent de la monnaie pour 3 motifs: transaction, spéculation et précaution. Plus le niveau du revenu de l'activité économique est élevé, plus les agents demanderont de la monnaie. Nous venons d'atteindre la fin de notre introduction générale à notre cours de macroéconomie. Cette vidéo est notre première vidéo qui s'inscrit dans le cadre du cours de la macroéconomie. Donc c'est la partie 0. Nous avons fait une introduction générale. La vidéo qui suivra cette vidéo sera une vidéo consacrée à des exercices d'application dans lesquels nous allons apprendre à maîtriser les notions de PIB, inflation, déflation, chômage. Il faut savoir que l'Université virtuelle des réseaux sociaux propose des programmes d'encadrement personnel et en groupe aux universités francophones de la Côte d'Ivoire, de la sous-région, etc., etc. Donc, si vous êtes un étudiant en sciences économiques et de gestion en Côte d'Ivoire ou dans la sous-région Mali, Burkina, Sénégal ou en dehors du continent africain, mais dans une université francophone, vous pouvez vous inscrire pour recevoir un programme d'encadrement personnel ou en groupe en fonction de votre niveau et de votre
université. Donc, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la page et aussi de partager à vos amis.